2, 3. Super. Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast tourné dans notre studio à Paris. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche énormément de femmes compétentes, énormément de femmes brillantes, diplômées, talentueuses, tout ce que vous voulez. C'est le sujet de la visibilité. Et surtout, dans le monde actuel, saturé de contenu, est-ce qu'on peut encore réussir sans pub, sans vente directe, achète, sans agression, sans manipulation? Et aujourd'hui, je reçois une femme très talentueuse, très belle et très riche déjà à ses 23 ans. Et j'ai l'habitude, bien évidemment, de laisser la parole à mes invités pour se présenter. Anaïs, à toi. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Anaïs Carsanti et merci pour les compliments. Ça me flatte. Effectivement, je suis hyper heureuse d'intervenir aussi sur des podcasts qui vont parler plus du derrière de la scène, on va dire, qu'est-ce qui se passe aussi là-dedans, niveau mindset, et pas que niveau action, stratégie, mais je pense que c'est un peu 360 pour réussir aussi jeune. Donc j'ai hâte qu'on en parle plus en détail. Oui, effectivement, je vais mettre une petite couche sur ce podcast parce que on est, bien sûr qu'on est des femmes, des belles, etc. Mais il faut comprendre que toutes les deux, on est des femmes de deux générations différentes. On parle de génération Z, on parle de celle qui est de millénium, etc. Et c'est vu, prouvé scientifiquement, on a un mode de réfléchir et un mode d'agir qui sont complètement différents. Voici pourquoi aujourd'hui, regardez jusqu'à la fin ce podcast parce que Anaïs va nous confier ce secret qui lui mène à la réussite. Ok? Ouais, Raconte-nous, s'il te plaît, déjà, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi, je suis formatrice business pour les entrepreneurs transformationnels. Donc tous les coachs, les formateurs, les thérapeutes en tout genre, les freelances qui ont vraiment des métiers qui visent à apporter une transformation, soit à des particuliers, soit à des professionnels, que ce soit physique, émotionnel, relationnel, financier. Et moi, je leur enseigne du coup tout mon système stratégique. Ça va vraiment de la structuration de l'offre au tunnel de vente et évidemment aux stratégies de contenu du coup. Et j'ai pour petite habitude de baser tout ça sur la neuroscience, sur le côté très organique de la chose justement, et plus le côté attraction que chasser le prospect et vente naturelle. Donc c'est pour ça aussi que ça va probablement parler aux femmes qui n'ont pas toujours envie d'aller prospecter une tonne et qui n'ont pas vraiment envie de méthode agressive, je pense. Super, mais quand on regarde tes réseaux sociaux, tu as seulement 23 ans. Mm. Mais quand on regarde tes réseaux, honnêtement, on a l'impression que clairement, tu as 3 vies vécues entrepreneuriales. D'où vient cette maturité? La maturité, je sais pas d'où ça vient, j'ai l'impression que on rentre direct dans le vif du sujet, mais j'ai l'impression que depuis toute petite, je me sens adulte. Je sais pas comment vraiment l'expliquer en termes de ressenti, mais bien sûr, j'ai évolué entre temps, etc. Mais pendant longtemps, j'avais un peu, et je pense que ça rejoint le mindset, une identité un peu fixe. Et je pense que c'est l'année dernière où, dans ma tête, je suis vraiment passée à l'étape adulte. Donc j'ai fait un peu tout dans le désordre. Le chiffre d'affaires, les réussites en tout genre sont arrivées avant un petit peu ma nouvelle identité en expansion. Je sais pas comment expliquer. Comme très jeune, je me sentais déjà adulte. J'ai l'impression que j'ai finalement stagné à cet état-là d'adulte première génération, on va dire, jusqu'à mes 23 ans. Et au final, là, j'ai eu une nouvelle forme de maturité que j'avais peut-être pas avant, qui était différente et qui n'est plus que stratégique, on va dire, qui est aussi émotionnelle. Mais Ça va suivre. ce que tu racontes, c'est extrêmement intéressant et peut-être beaucoup qui peuvent se retrouver là-dedans. Quand tu dis j'étais jeune, bon, tu es jeune en général. Quand tu dis j'étais jeune, est-ce que tu te souviens le moment quand tu te dis ok, je vais prendre ma place sur Internet? Oui, ça oui, bien sûr. C'est quand je suis rentrée en école de commerce. Et j'ai eu un déclic, mais ça m'a foudroyée, quoi, de
d'évidence ou peut-être de contre-évidence. Je me suis dit, mais je ne veux pas de cette vie-là. Je voyais les gens, comment ils réfléchissaient, ce qu'ils voulaient de leur vie, c'est-à-dire une carrière très corporate, un peu des requins, quoi, de la finance, on va dire. Et j'ai vu ce que ça a donné. J'avais l'impression de pouvoir voir l'intérieur un peu de leur vision, de leur cerveau et tout. Et je pouvais pas. Vraiment, je me suis dit, c'est pas ma vie ça. C'est pas possible. Une espèce de piège qui se referme sur moi. Et je me sentais hyper limitée en termes de créativité, hyper limitée en termes de liberté. Juste de penser pas forcément comme les autres, de pas réfléchir comme les autres aussi, de pas avoir la même intensité que les autres travaillent. Je voulais pas juste être là pour gagner de l'argent, par exemple. Sinon, j'aurais fait de la finance, de toute évidence. Et j'aurais continué. Je voulais pas juste qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me donne ma promotion. Moi, je suis très orientée résultat. Et j'étais déjà hyper investie par rapport à ce que finalement on attendait de moi. Et donc j'ai senti un décalage comme si je méritais plus grand, alors que c'était qu'une première année d'école, hein, on va pas se mentir. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai commencé à vachement entreprendre. Bon, beaucoup connaissent peut-être déjà l'histoire, mais je donnais des cours particuliers, etc. J'ai lancé des business en tout genre, notamment un en particulier sur les ongles. Et je faisais l'acquisition via Instagram. Donc en fait, ça s'est entremêlé tout ça. Et c'est là où je me suis dit, à force de voir des gens fonctionner en ligne, peut-être que moi aussi je peux le faire, mais différemment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poster, faire mes premiers flops et voir en fait que c'était vraiment ce que j'aimais, ce côté stratégique, psychologique, créativité. Et après la suite, on va en parler peut-être. Oui, c'est juste impressionnant de voir que quand même, tu as fait le parcours, non seulement en ligne, mais il y avait, comme tu dis, les business plutôt classiques, c'est-à-dire les cours. Encore une fois, le business model de transmission de savoir, le cours, c'est le business classique. Sauf que l'acquisition passe en ligne et c'est beaucoup plus simple, vous avez beaucoup plus de clients, plus de visibilité, plus de créativité, etc. Donc, le business classique, donner des cours, super. Le business classique, l'onglerie. Raconte cette histoire, ça a duré combien de temps? Mais alors moi je suis très efficace dans mes activités, je peux m'y mettre 6 mois à fond, je suis très obsessionnelle. Et puis d'un coup, voilà, j'ai atteint mon objectif et je me dis, voilà, je vais rajouter autre chose ou changer. Donc ça a dû bien durer 6 mois, 6 mois, 1 an max. Mais c'était exactement ce que je voulais, le rythme que je voulais. Je faisais les ongles à pas mal de monde à Lille. Et au final, après, je me suis dit, c'est cool, je suis manuelle, je suis très manuelle, donc j'aimais beaucoup. Mais intellectuellement, c'est vrai que je sentais que c'était plus un business de passage, on va dire. J'adore enseigner en fait. Donc j'ai toujours su que je voulais enseigner. Au début, c'était avec les cours de maths, les cours classiques. Hein, je prenais des élèves en fait en grande difficulté. Et mon but, c'était qu'ils passent au moins la barre des 15 de moyenne, tu vois. Donc je l'ai transformé. C'était déjà transformationnel à ce moment-là. Et après, je me suis dit, c'est sympa, on va passer au next step. En fait, j'étais recommandée par les mamans entre elles et tout. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à coacher pour aider les étudiants à plutôt avoir des écoles prestigieuses. Donc là, c'était plus du coaching à l'oral, comment s'exprimer, comment convertir plutôt en entretien, etc. Et au final, je me suis dit, ok, j'aime bien le coaching, j'aime bien enseigner, ça c'était sûr, j'aime entreprendre. Instagram, j'ai commencé à vraiment capter les codes. Et donc tout ça a fait, comme je te disais, un cocktail où je me suis dit, bon, je fais déjà je sais pas, mes 10 000 premiers euros dans chaque branche, on va dire. Je sais faire l'argent, visiblement. Mais ça me suffit pas. Moi, je veux quelque chose vraiment d'impact total et de beaucoup plus complexe à gérer, niveau stratégique, par exemple. Et donc, j'ai commencé justement à vraiment poster du contenu régulièrement en ligne, des conseils gratuits, etc. Super. Tu sais, quand tu parles de ta différence, de ta mode obsessionnelle, je me pose la question, les gens autour de toi, ils vivent comment tout ça? Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Est-ce que tu arrives ou tu es plutôt solitaire? Comment tu vis d'être Anaïs et réussir avec le monde autour de toi? C'est la question, je pense, fait comprendre le plus qui j'ai été et qui je suis. C'est mon entourage. C'est vrai que cette année, j'ai l'impression d'avoir réuni toutes mes identités.
Avant, ce que je faisais, ça s'appelle du masking, c'est-à-dire que j'adaptais ma personnalité à la personne qui avait en face de moi. Au début, c'est juste de l'intelligence émotionnelle, donc c'est positif. Mais en fait, à terme, et surtout quand ça commence très jeune, et qu'en plus je comprenais aucune des personnes à qui je m'adaptais, donc finalement ça donnait pas de vraie relation, on va dire, bah à la fin tu sais juste plus qui tu es, tu vois. Donc moi j'ai eu des crises existentielles à des âges pas possibles, genre typiquement, je me souviens en CM1, donc en France c'est genre t'as, je sais pas, 9 ans quoi. Je faisais une phobie scolaire totale d'un coup. En fait, je pouvais plus aller à l'école, je pleurais, alors que factuellement j'avais un petit groupe d'amis et tout, mais en fait, je sentais que. En fait, je masquais, je me suradaptais constamment, au point que ce soit à ras-bord, que ça explose, que je fasse une crise identitaire, que je puisse plus aller à l'école, et ainsi de suite. Et je l'ai fait au moins 2-3 fois dans ma carrière scolaire. Donc tu vois, niveau relationnel, il y avait déjà un truc qui matchait pas, et c'est pas du tout que je me sentais au-dessus ou quoi, mais je me sentais particulièrement différente, et je me dis, mais bah, je suis obligée de m'adapter, parce que de toute façon, il y a pas. Je trouve pas quelqu'un exactement comme moi, quoi. Donc, il va falloir. Bah, j'observais, je crois que j'ai observé même 1 an, seule, sur un banc, au CP, tu vois. Et je me disais, mais c'est dingue quand même de se courir après, comme ça, de jouer au chat et à la souris. Enfin, j'essayais vraiment de m'imprégner des codes, et je me disais, Mhm. c'est fou. Enfin, j'étais vraiment en observation sociologique, quoi, tu vois. Et au début, je chopais une amie, puis ça faisait un petit groupe, puis après la fameuse crise existentielle arrivait, je me sentais plus capable de gérer ça. Et, euh, et ainsi de suite, jusqu'à que je comprenne que justement je masquais. Et donc là, la quête, c'était plus seulement, ok, comment faire en sorte que les gens m'aiment bien et m'acceptent dans un groupe. C'est plus comment moi je vais attirer des gens qui veulent rester avec moi parce qu'ils m'aiment et parce qu'ils m'estiment, parce que je les intéresse, etc. Tu vois. Et donc, j'espère ne pas répondre à côté de la question, mais je pense que longtemps j'ai été pas mal entourée, mais très seule. Et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup moins entourée, mais par des personnes qui me connaissent vraiment. Et qui, Mm. sachent, enfin, qui savent vraiment qui est Anaïs finalement. Chose que je savais moi-même pas avant du tout. Donc cette année, j'ai l'impression d'avoir fait cette convergence de toutes mes identités et de savoir qui je suis, pourquoi les gens restent avec moi. Et je pense pas que du coup que ces fameuses obsessions dont tu parlais, enfin, j'espère qu'elles sont pas dures à vivre pour les autres, je pense pas. Je pense juste qu'effectivement, on me suit difficilement. Mm. Genre, ma mère, elle me dit, mais Anaïs, c'est bon, là, tu m'as fait la peinture, après tu m'as fait la couture, après, ok, tu tricotes, pourquoi pas. Après, tu fais de l'argile. Et en fait, ça change tout le temps. Je ponce le truc pendant 2 mois jusqu'à que je maximise mon niveau. Et après, je Mhm. suis contente, j'arrête. Et c'est vrai que ça crée de l'incompréhension, mais je pense pas que ça crée des problèmes, quoi. Je me dis juste que, effectivement, pas tout le monde comprend et c'est pas grave, quoi. Mm. Franchement, merci beaucoup pour transmettre ces choses honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous regarder et qui peuvent répondre aussi à la question pourquoi j'ai pas d'amis, pourquoi peut-être j'ai pas Mm, de relation, qu'est-ce qui va pas avec moi. mm, Ça veut pas dire que ça va pas avec vous. Ça veut pas dire que vous êtes juste mm. différents. Et il faut trouver vos moutons noirs parmi les moutons blancs Ouais. et jouer ensemble avec Mm. un même rythme. Et comment tu trouves les réponses pendant tes crises existentielles? En toi ou tu regardes quelque chose, tu lis quelque chose? Mm. À quoi tu t'adresses? En moi, mais ça vient par des aides extérieures, forcément. Ça, c'est un peu le principe de la maïotique, c'est-à-dire que souvent, bah, je me suis faite encadrer par des thérapeutes, des psychologues, des hypnothérapeutes, jusqu'à arriver à des stades de coaching, vraiment, parce que typiquement, l'année dernière, j'ai commencé à atteindre des hauts stades de scalabilité. Et enfin, mon entreprise a fini avec 1 million d'euros cette année, tu vois. C'est genre la troisième année de mon entreprise, donc c'est une croissance quand même assez solide. Et je sentais que j'avais pas les reins pour que continuer à scaler. En fait, on est souvent la propre limite de notre boîte. Et pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement parce que ça m'a mené à faire un coaching avec une super coach qui justement m'a, je pense que c'était la dernière pierre de l'édifice, même si on n'a jamais fini de se développer. Mais c'est là où justement j'ai pu un peu réunir mes identités et surmonter un peu la dernière crise existentielle que j'avais, je pense aussi profonde. Parce que cette fois-ci, au lieu de juste sortir de la crise, je suis sortie de la crise
Et en plus, j'ai compris que c'était des cycles qui se répétaient et qu'en fait, c'était pas grave au bout d'un moment, juste plus savoir ce que je veux, de pas savoir quelle nouvelle identité j'allais vouloir un peu configurer ou qu'est-ce que j'allais rajouter à ma personne, tu vois. Mhm. Juste, j'ai compris que ça faisait vraiment partie de mon fonctionnement le plus pur et instinctif. Mhm. Et du coup, bah, il fallait juste vraiment avoir une foi inébranlable en l'avenir. Et c'est, je pense, ça qui me manquait tout ce temps. Donc, les thérapeutes plus classiques, au bout d'un moment, c'est bon, ils ont fait leur taf d'éteindre le feu intérieur, on va dire. Mais après, je trouve que le coaching, justement, quelqu'un qui te pose les bonnes questions, qui fait naître les bonnes réponses à Mhm. l'intérieur de toi, bah, c'est hyper important en fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais je suis sans arrêt encadrée de toute façon je suis tout le temps en thérapie depuis mes 16 ans, quoi, tu vois. Oui, alors je résume Mm. la recette du coup d'Anaïs. Souvent tu parles de stratégie, mais aujourd'hui, franchement, je suis épatée par ta capacité à résumer aussi la recette intérieure que Mm. Première chose, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est éternel et Mm. en fait que ça se termine pas. Deuxième chose, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à un coach, un thérapeute, à un spécialiste dans ce domaine que traverser ce passage Mm. seul parce que vous allez vous perdre. Encore une fois, le monde aujourd'hui, il va vite. Et troisième chose, bah, du coup, c'est beaucoup plus simple de payer quelqu'un qui a ce savoir et aller plus vite, Mm. bah, du coup, la réussite, vers le but, vers le calme intérieur, que essayer de chercher soi-même. Bien Est-ce que sûr. tu lis, tu regardes quelque chose, qu'est-ce qui t'inspire? Alors, je suis pas la plus grande lectrice, j'avoue. J'ai beaucoup lu en prépa, mais des œuvres plus classiques. Sur le côté développement personnel, je suis un peu la mauvaise élève. Je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est étrange, mais bon, c'est de me faire coacher, accompagner, bien sûr. Mais sur les ressources que je vais aller consommer, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Mhm. Genre, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais typiquement, les premiers codes sociaux, comment je les ai découverts, c'est parce que je regardais beaucoup au début la télé-réalité. Genre, ça me fascinait de voir comment les humains ils interagissaient entre eux. Et comme en télé-réalité, les traits sont très grossis, ça m'a permis de comprendre plein de trucs. Vraiment, j'y allais en mode sociologue. Et en fait, je fais tout le temps ça dans ma vie. Il y a un pattern, je me dis, ok, je comprends rien niveau comportemental à ce qui se passe. Mhm. Je vais regarder, observer les gens d'une certaine catégorie, par exemple, et je vais comprendre, en tirer des codes qui vont probablement se répéter ailleurs, et je vais observer un peu ces différences. C'est très autistique comme approche, je suis en train de me rendre compte en l'expliquant, Mhm. mais l'idée, c'est plus de dire, bah, en fait, souvent, les réponses, elles sont pas forcément... Enfin, si par exemple des livres de développement personnel, ça vous parle moins, bah en fait, faut pas avoir l'impression que si tu dors pas sur ta table de chevet avec le livre, j'ai pas Dormozy pour faire du business, t'es une mauvaise entrepreneuse, pas du tout. Faut juste se dire, ok, bah, vous avez le droit de puiser des réponses à des endroits que vous n'imaginiez même pas, et je trouve ça même très sain d'aller chercher du vide, qu'à Mhm. le dire avec la télé-réalité, plutôt que de toujours se nourrir d'informations et faire une espèce d'overdose. Aller chercher des espaces où peut-être vous n'imaginiez pas du tout trouver une réponse, pas du tout trouver de la créativité, et c'est ce vide-là qui laisse de l'espace pour vos propres réponses, votre propre créativité, etc. Donc la lecture reste hyper importante, ça vous permet de vous évader, bien sûr. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est des choses qui n'ont rien à voir aussi. C'est beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, et ce qui m'aide le plus ever, c'est un peu les podcasts de ce genre. C'est les parcours de vie des humains qui ont réussi, même dans des carrières auxquelles j'aspire pas du tout, genre des artistes par exemple. Je sais pas, je pense à une interview de DJ Snake avec Hugo Décrypte. Je sais pas, ça c'est une interview qui m'a pas mal marqué par exemple, alors que je m'intéresse pas spécialement au monde du DJ, tu vois. Mhm. Donc moi j'aime bien consommer, voire surconsommer des podcasts d'histoire de vie, parce que ça me permet d'être rassurée, de me dire mais chacun a un parcours tellement singulier que parfois tu parlais de recettes, mais je pense que la vraie recette c'est d'arrêter d'en chercher une seule et juste d'essayer de constituer la sienne en ayant vraiment cette foi inébranlable que tout va bien se passer en fait. Tu vois. Mhm. Moi je pense que c'est ça ma méthode en fait, quand je regarde ce que j'ai fait. Quoi. Je cherche, je trouve pas. Il est où? Je cherche la merde. Et chez Anaïs, est-ce qu'il y a quelque chose justement
doit comprendre qu'elle n'est pas idéale, elle n'est pas parfaite. Parce qu'à 23 ans, bah, moi, je me souviens, moi, franchement, je ne vais pas vous raconter, mais on sortait, on buvait, on allait dans les boîtes de nuit, on était presque sans argent. C'était les années 2000. Bien Nos sûr. valeurs étaient différentes. Quelles sont tes valeurs ou bien quelles sont tes failles que tu dis, ici, je dépense de l'argent, merde. Ici, je procrastine, je Ouais. dois pas faire ça. Là, je fais over eating des sucreries. Et Oui. il y a quoi, Anaïs? Mes Parce que t'es défauts. trop parfaite. Non, vraiment, tellement pas. Vraiment tellement pas. C'est drôle parce que quand je suis sur mon sujet de prédilection, et je le dis parce que ça peut être hyper culpabilisant pour quelqu'un de regarder, quand je suis sur mon sujet, donc c'est-à-dire le business, la croissance, la stratégie, peut-être des fois du mindset, je suis hyper à l'aise. Mais justement sur tout le reste de ma vie pendant très longtemps, euh, notamment sur la partie estime de moi, sur la partie relationnelle, je galérais quoi. Enfin, je suis pas du tout un exemple de ce côté-là et ouais, ma faiblesse, je pense que c'était ça jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Le fait relationnellement pouvoir créer du lien naturellement sans me pressuriser. Euh, Mes défauts, c'est évidemment, je mange énormément, mais énormément. Là, j'ai pris un programme justement parce que dès que j'ai un problème dans la vie, je prends un programme qui va m'aider à comprendre et régler le problème. Là, j'ai vu que je prenais du poids, etc. Je prends un programme de santé pour me sentir mieux, le sommeil, la nutrition, le sport. Et je vois, elle me prescrit, tu vois, des grammages de ce quoi manger et tout. Je vois les grammages, je suis même pas en déficit calorique, hein. Je regarde les grammages, je me dis, mais depuis toute ma vie, je suis donc en prise de masse, quoi. Genre, c'est-à-dire que depuis que je suis née, je suis en overeating, justement. Donc, j'ai plein de petits défauts comme ça. Je suis très gourmande. Je pense être très têtue aussi. Mais à un point. Mais ça m'aide dans le business, tu vois. Mais je sais que pour mon mec, par exemple, c'est une tare que je sois si têtue. Taureau ascendant bélier, tu me diras, donc peut-être que ça joue. Et je dirais qu'aussi, je suis pas du tout ponctuelle. Là, je suis arrivée à l'heure, tu vois. Parce que quand c'est professionnel, je suis au rendez-vous la plupart du temps. Mais dans ma vie, tous les jours, la ponctualité, c'est une catastrophe. Voilà, si tu veux un peu une liste de mes tares, voici avec quoi je pars dans la vie. Je tente de les améliorer, mais je pense que personne n'est parfait. Ce que vous voyez quand vous écoutez des podcasts, c'est la meilleure facette de nous, souvent. Et c'est des sujets dans lesquels on s'y connaît, sinon on ne ferait pas appel à nous. Mais sur le reste, moi-même, je suis très débutante dans plein de trucs et j'apprends plein de trucs, quoi. Hmm. Tu sais, est-ce que c'est ce que tu nous racontes aujourd'hui par rapport à justement ton mindset professionnel qui est fondé pas seulement de toi-même comme personne qui est très observatrice, qui est particulière, etc. Il y a aussi une partie d'éducation. Nous, à l'époque soviétique, salut mes compatriotes, s'il y a ceux qui viennent des pays slaves, on était vraiment éduqués en mode hardcore. Ouais. Ça veut dire, bah, tu joues pas. Si tu joues, tu Mm. vas lire. Si tu as des mauvaises notes, bah, Mm. tu vas vendre des bananes au coin de la rue. Oui. Si justement tu vas pas à l'université et t'as pas un Mm. diplôme, chez nous ça s'appelait le diplôme rouge où t'as que des Ouais. bonnes notes. Et donc tu es la honte de la famille. Et on est grandi pendant des années avec cette vision en fait du Mhm. monde que dans la plupart des cas tu es une merde. Ok, c'est fou. Parlons de ta génération. Comment tu étais Ouais. éduquée? Est-ce que tu peux raconter un peu Mm. les choses qui ont fondé cette personne qu'on voit aujourd'hui avec 1 million d'euros? Ouais, carrément, c'est une très bonne question. Je vais être biaisée en répondant parce que mes parents peut-être diraient d'autres choses, hein, j'imagine. J'ai eu de la chance déjà de naître dans un foyer d'amour. Donc mes parents sont encore ensemble. Ma nourrice, elle m'a aussi beaucoup accompagnée dans mon éducation. Dans un foyer aussi d'une classe moyenne plus aussi. Donc tu vois,
Je pense que j'ai peut-être moins de traumas financiers que la plupart des Français aussi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense qu'en Occident, en tout cas, on valorise beaucoup le self-made, tu vois, le côté très je suis partie de zéro, j'étais SDF, et je suis devenue multimilliardaire. Et en fait, c'est moi, au début, je me disais, il faut que je tombe dans ça pour réussir, il faut que je dise que je suis partie de rien et tout. Non, moi, j'ai une famille qui m'a vraiment beaucoup soutenue. Bon, on n'est pas non plus millionnaire, hein, enfin, faut pas abuser, mais par contre, je sais que j'ai toujours été dans un cadre d'ultra sécurité. Mm. Ça, c'est hyper rassurant. Euh, j'ai pas eu de pression, à part effectivement, maintenant que tu le dis, sur fumer, boire. J'ai pas eu le droit de sortir pendant vraiment très longtemps, contrairement à mon petit frère, ma petite sœur, etc. Donc c'est vrai que j'ai été quand même éduquée, je sais pas si c'est une question de génération, mais plus de mon rôle dans la famille, je suis la première. Mhm. Donc j'ai l'impression que j'étais quand même, j'avais le rôle de l'enfant modèle, quoi qu'il en soit. Il fallait que je colle à cette image-là. Ça a des bons côtés et des mauvais. Mon côté, du coup, très... Enfin, souvent, je corrélais ma valeur à la performance, par exemple. Mhm. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas mesurer ce qu'on vaut à juste ce qu'on fait, tu vois. Mm. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que vous êtes avant tout. Et être, j'avais oublié ce que c'était, en fait. Moi, je faisais, parce que c'est comme ça que j'avais décrété que enfin, mon rôle devait être comme ça dans la famille, tu vois. Et donc ça, c'est le mauvais côté. Mais le bon côté, à la fois, c'est que mes parents, ils m'ont confié une espèce de confiance et d'aura inébranlable, quoi. J'avais l'impression qu'à leurs yeux, enfin, par exemple, ils ont jamais eu besoin de m'aider à faire les devoirs. Mais même depuis que je suis toute petite. Puisqu'ils me faisaient confiance aveuglément, tu vois. Donc je Mhm. pense que cette confiance en moi dans le faire, dans le côté intellectuel, bah, c'est grâce à mes parents. Parce qu'ils m'ont toujours vraiment traité comme une adulte et comme quelqu'un qui allait de toute façon réussir, tu Mhm. vois. Mais à la fois, du coup, j'ai dû limite me décorréler de ça et me dire, bah, même si j'ai pas des bonnes notes, même si j'avais, je sais pas, arrêté les études, chose que j'ai pas fait, tu vois, Mhm. aussi grâce ou à cause de mes parents, Mhm. même si mon business il flop, tu vois, bah, j'ai de la valeur. Mm. Parce qu'on me paye pour exister aujourd'hui. On me paye parce que je suis comme ça, sous cette forme. On me paye pas que pour répondre à des messages, pour faire des super modules vidéo et je sais pas, pour délivrer des prestations. Tu vois. Donc ça a été important même dans ma quête vers le million de comprendre ça. Que mon background éducatif, Mhm. il est précieux, il m'a apporté plein de trucs, mais qu'aussi c'était ma propre limite et que j'avais le droit de me réinventer un petit peu et de capter que peu importe ce que je fais, j'ai de la valeur, quoi. C'est le côté estime. Donc voilà, ils m'ont apporté beaucoup de confiance, mes parents. Peut-être pas le côté estime parce que je pense que c'est une quête personnelle, Mhm. mais voilà. Et aussi, j'ai été élevée dans un foyer multiculturel. Donc ça, c'est précieux aussi. Notamment au niveau religion, j'ai vraiment de tout dans mon entourage très très proche. Et ça m'aide beaucoup, bah, tout simplement pas... j'ai pas envie de dire ça, c'est peut-être un parti politique un peu fort, mais Mhm. pas tomber dans des extrêmes Mhm. qui ne sont pas souhaitables. Tout à fait, tout à fait. On a parlé, tu as évoqué les questions que tu es né dans le foyer d'amour, de soutien, Mhm. si je vois bien, de confiance. Ouais. Aujourd'hui, tu en es où dans ta relation? Tu as parlé, tu as un copain. Ouais, ça fait presque 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans? Non, mais vous rencontrez quoi dans En les fait, crèches? j'ai purgé, mais c'est vrai, mais c'est horrible, ça fait vraiment la fille modèle, alors que vraiment, je vous dis, je vends pas la perfection, vraiment pas. Et je vends rien d'ailleurs. Mais j'ai eu une chance inouïe de tomber sur bah, probablement l'amour de ma vie très tôt. Pourtant, j'ai eu même des relations chaotiques avant encore, hein. Donc très tôt, j'ai développé cette partie relationnelle euh, qui a été très décevante pour moi jusqu'à mon copain actuel. Et je pense qu'il a fait limite partie de mon éducation. On a le même âge, hein, on s'est mutuellement éduqués, beaucoup tiré vers le haut. Mon identité aujourd'hui, bah, il y a forcément contribué quelque part, tu vois. Donc je sais pas quelle était la question, mais oui, on s'est rencontrés très jeunes, on avait genre 15 ans, 16 ans. Et depuis, il m'a apporté beaucoup de légèreté. Parce que pour moi, la vie était dure, tout était très complexe, je pense que personne n'allait me comprendre, etc.
Et lui, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on est vraiment des opposés, mais en tout point. Mais que du coup, on se compense énormément. Et du coup, il m'apporte, je te disais, cette légèreté, ce côté aussi où j'ai pu profiter de ma jeunesse et pas être que dans la performance, etc. Ce côté où aussi, je sais que j'ai de la valeur autre que dans le faire, comme je te disais. Lui, il a incarné ça pour moi, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est tout. Ça se passe très bien. Qu'est-ce qui est pour une jeune femme, qu'est-ce qui est cette relation pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte au fond de toi? Mm. Bah, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'une relation ou d'un homme pour réussir, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il m'apporte énormément de sérénité. Mm. C'est comme une bulle où d'un coup le business compte pas, tout va bien en fait. C'est ma safe place en fait. Mais même par exemple, c'est un truc tout bête, hein, c'est hyper intime. Mais par exemple, avant je pouvais pas dormir autre part que chez moi, que chez mes parents même. Dès que j'allais ailleurs, je faisais des crises de panique, je me sentais pas bien. En fait, j'avais un problème de sécurité intérieure. Et maintenant, il m'a apporté ça et j'ai l'impression que où qu'il soit, je peux être bien quand on est ensemble. Donc ça, c'est un signe en général que vous êtes bien entouré. Donc il m'apporte cette sécurité intérieure, vraiment cette confiance que tout va bien aller. Il m'apporte aussi beaucoup d'humilité, parce qu'il me traite pas comme... bon, je suis de toute façon pas une star, hein, on va pas se mentir, mais il s'en fout que j'ai fait 1 million d'euros cette année, quoi. Ça n'a rien changé. Enfin, il s'en fiche complètement. Euh, il s'en fiche complètement de mon nombre de followers, ça n'a rien changé. Et je pense qu'il me fait garder aussi les pieds sur terre de ce côté-là. On a une vie hyper simple quand on est ensemble et je sais pas, en fait, à la fois il me tire vers le haut et il me garde les pieds sur terre. Donc c'est ma bulle de normalité qui me fait vraiment beaucoup de bien dans toutes ces statistiques hors normes, on va dire. Souvent, on dit qu'une femme entrepreneuse, elle doit avoir à côté quelqu'un qui a le même rythme. Est-ce que pour toi, il doit aussi avoir ce parcours entrepreneur où il est fonctionnaire à la mairie, ça va aussi? Je vais peut-être être un peu dure, mais je crois pas trop en des niveaux d'ambition différents. Vu mon niveau d'ambition, je pense qu'un partenaire, surtout un homme, ne pourrait pas bien vivre mon niveau de réussite et d'ambition s'il n'avait pas lui-même son niveau de réussite et son niveau d'ambition similaire, on va dire. Je pense que ce serait trop déséquilibré. C'est mon avis, hein, et je voulais croire l'inverse longtemps, mais je pense que non. Et donc moi, ce qui marche dans ma relation, c'est qu'il a le même niveau d'ambition, mais dans un cadre complètement différent. Typiquement, lui, il est plutôt dans le sport, donc côté foot. Et je sais que enfin, du coup, c'est un milieu très élitiste, très sélectif aussi, c'est ça que je voulais dire. Et donc lui, bah, en fait, en fait, je me traite comme une athlète en tant qu'entrepreneuse, et lui, c'est un athlète. Donc en fait, il peut que comprendre. Et on a les mêmes exigences, je sais pas, en termes de nutrition, de sport, de discipline au travail. Lui, son travail, c'est d'aller sur le terrain. Moi, mon travail, c'est d'être derrière l'ordinateur. Donc, en fait, c'est exactement le même niveau d'ambition, c'est juste dans des milieux complètement différents. Donc, on se comprend et à la fois, on comprend probablement pas grand-chose au milieu de l'un et de l'autre, tu vois. Mais du coup, je pense que d'avoir le même niveau d'ambition, c'est important. Ça, tu peux vite te vider de ta substance si tu as des discussions profondes avec ton partenaire qui tournent qu'autour de toi et de ton ambition, je pense. Quand tu parles de justement ton partenaire qui te garde la normalité, ta visibilité, ta popularité, on va dire popularité, déjà ça vient, tu as plus de 40 000 abonnés, tu as beaucoup de clientes, j'imagine, les femmes en majorité. Cette visibilité, ça te procure quoi comme émotion?
pense que la question, elle est pas ancrée enfin, elle est ancrée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est suivant les jours, même suivant les années, je suis sûre que ça va à peu près varier. Euh, des fois, souvent, pour moi, ma communauté, c'est un peu ma safe place. Et c'est pour ça que je suis aussi naturelle, par exemple, en stories. Euh, je me sens pas épiée par autant de gens. Je me sens plutôt soutenue par un groupe pour une fois dans ma vie, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper rassurant pour moi. Et je les vois vraiment comme des humains. Je vois pas ça comme une espèce de tout un peu flou. Et donc pour moi, au contraire, c'est souvent, très rassurant. Par contre, il faut aussi parler de la vérité du terrain. Quand on a une croissance si intense, une visibilité qui commence à être quand même assez solide hein, au quotidien, je pense que l'humain, il n'est pas fait pour être jugé par autant de personnes toute la journée. Hein. Souvent, peut-être des anciennes croyances limitantes peuvent remonter à la surface. Typiquement, le fait de se dire est-ce que si je deviens riche, je deviens une moins bonne personne, tu vois. Est-ce que si je suis aussi visible, bah forcément il y aura quelque chose, enfin, il y aura quelqu'un qui trouvera quelque chose à dire de négatif sur moi. Oui, la réponse est oui, et alors, tu vois. Ce qui me rattrape aussi souvent, c'est de me dire que j'ai pas changé, que je peux ne pas changer, Ouais. mais que par le simple fait que j'ai plus d'argent ou de visibilité, bah, beaucoup de gens qui projettent leurs propres croyances vont se dire bah elle s'en fout, bah pour elle ses clients c'est juste de l'argent et c'est tellement faux. Et je pense que comme j'ai une valeur injustice, enfin une valeur justice très forte, quand quelqu'un pourrait penser ça de moi, il y a une petite partie de moi ancienne qui se réveille et qui se dit non, non, c'est injuste, il faut que j'aille rétablir la vérité, que je suis une bonne personne et que je tiens personnellement à chacun de mes clients et que je me soucie de leur réussite et que tout cet argent, cette visibilité, c'est trop bien et je suis très heureuse, mais c'est pas quelque chose qui pourra un jour me changer, tu vois, et qui pourra me pervertir. Et je pense qu'il y a encore, là c'est des mots forts, hein, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont cette croyance latente dont ils ne se rendent même pas compte. Et moi, la première au début, j'avais très peur de devenir riche parce que je pensais que ça, automatiquement, ça te faisait devenir une moins bonne personne. Tu vois. Oui, effectivement. Mais parlons business parce que on a aussi les croyances limitantes que les femmes, elles peuvent agir sur telle ou telle niche, le business au féminin, l'argent à la léger, Ouais. dans le vibe, dans le truc. Parlons des choses réelles. Déjà, il faut comprendre que Anaïs, elle est pas, bon, elle est née avant-hier, elle n'est pas née hier. L'histoire qu'elle elle est diplômée de l'école de commerce. Donc ça, il y a des bases de business, les bases de comment en fait gérer l'argent. Est-ce que tu peux nous partager ton schéma de business, on va dire en off, qu'on ne connaît pas? Tu fais le business en ligne. Comment tu réinvestis? Comment tu gères ton argent? Oh, c'est une question piège ça. Je suis le cordonnier m'a chaussée sur ça. Donc ouais, je suis diplômée d'un master en corporate finance. Donc en termes d'investissement, je m'y connais très bien. J'ai beaucoup travaillé en VC, donc c'est de l'investissement dans les startups, etc. Je sais exactement quoi faire. Mais parmi mes défauts, que je n'ai peut-être même pas cités tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de procrastination de tout ce qui va me sembler administratif. Et typiquement, les investissements en font partie. Donc là, je suis en train de régler ça, je suis en train... Et ça fait au moins 3 podcasts que je dis ça, donc vous allez me tuer. Mais en off, j'ai beaucoup d'argent, effectivement. Et je suis en train de m'organiser pour le placer. En immobilier, notamment, en ce moment. Bien sûr, il y a les ETF sur la partie personnelle, etc. Tout ce qui va être bourse, etc. Et bien sûr, bah, sur la société, il faut que la trésorerie elle soit aussi elle soit fructifiée. Hein, mais tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai délaissées hyper longtemps. Le, le comptable aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je dise aux femmes, parce on est naïf sur ça. Le comptable, ce n'est pas son rôle de faire fructifier votre argent. Son rôle, c'est juste d'exécuter les comptes, de faire les rapprochements des ventes, de faire le rapprochement des charges. Et arrêtez de chercher un comptable qui va soi-disant tout faire pour vous. Ça, ce serait mon meilleur conseil pour avoir été déçue plus d'une fois de pas mal de comptables.
Prenez un bon comptable qui fait les choses bien, qui fait tout clean quand vous serez peut-être en contrôle fiscal, par exemple. Et je pense un fiscaliste qui va gérer vraiment toute la partie stratégie. Moi, j'ai vraiment fait ça et ça m'a aidé à y voir très clair. Parce que ça, c'est propre à chacune. Donc, je peux pas juste dire faites ça, faites tel montage, ça veut rien dire. Mais je peux vous dire que nous, les femmes, on n'a jamais été placées dans une case sociétale où il fallait qu'on gère l'argent. Mhm. On s'est toujours, à la limite, maintenant, on est placé dans la case où on peut générer de l'argent. Mais le gérer, c'est autre chose. Une fois qu'on l'a, et Dieu merci, j'ai des clientes qui enseignent ça aux femmes. Donc, d'ailleurs, vous pouvez en trouver de très bonnes sur Instagram, notamment. Mais nous, on n'a pas appris à juste investir, à gérer notre épargne, etc. Et c'est ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense que c'est une de mes plus grandes lacunes à l'heure actuelle, c'est que j'ai même pas eu le temps de me pencher sur mes propres finances personnelles. Parce que j'ai fait beaucoup de finances d'entreprise. Mais voilà, réponse longue pour dire qu'en gros, c'est en cours, mais c'est la chose que j'ai le plus tardé à faire, limite. Oui. Je crois personnellement, de fond de mon cœur, que l'argent, c'est de l'énergie. Et en écoutant ton parcours et ton relation avec l'argent, je ressens une chose, que pour toi, en fait, l'argent en soi n'a aucune importance. Mais Est-ce que tellement. c'est le cas vraiment pourquoi tu arrives à les recevoir Oui, en tonnes, en masse, en Mm. kilos, en, oui. en millions parce que tu n'as pas d'importance, tu n'as pas Mm. de poids sur cette thématique-là. Bah, en fait, ça paraît très niais. Hein. Faut comprendre aussi que je suis naïve dans mon approche et donc c'est pour ça que ça marche pour moi. Mais pour moi, tu ne peux pas générer de l'argent si t'es pas passionné. Ça sert à rien. Peut-être tu pourras un temps, mais tu verras que ça retombera à zéro forcément. Donc, et moi, même un temps, ça m'intéresse pas. Tout ce que je fais, je l'ai jamais fait pour l'argent et je ne le ferai jamais pour l'argent. Là, il se trouve que, et c'était aussi mon défaut dans la première partie de mon entreprise, c'est que tout ce que je générais, pour moi, c'était de la performance. C'était pas de l'argent. Donc c'est comme si on me donnait des bonnes notes à l'école pendant longtemps. Je pouvais recevoir des sommes mais astronomiques pour quelqu'un de mon âge. Ça me fait ni chaud ni froid, si ce n'est la satisfaction d'avoir eu un 20 sur 20. Et c'est là où je dis que mon éducation a beaucoup joué, c'est parce que je voulais être parfaite. Donc pour moi, ça contribuait à ça, tu vois. Mais effectivement, en fait, le fait que ce soit un flux, une énergie, et que ce soit quelque chose qui doive circuler, ça m'échappait complètement au début. Donc je recevais, et j'en faisais rien. Je changeais pas mon mode de vie du tout. Bon, en finance personnelle, c'est important d'avoir une transition où tu changes pas spécialement ton mode de vie d'un coup. Hein. J'allais pas acheter une Porsche directement. Mais je veux dire, pendant 1 an, 2 ans, je touchais pas à mon argent. Je vivais encore comme une étudiante que j'étais. Je, je faisais à la limite des petits plaisirs à mes proches, mais j'y touchais pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, les filles, il faut qu'on se mette dans une réalité aussi que, bah en fait, si t'es pas capable de recevoir, t'auras pas. Au bout d'un moment, chacune a sa contenance. Moi, il se trouve que par mon background, j'avais une contenance large, donc je pouvais recevoir. Mais au bout d'un moment, ça a bloqué. Typiquement, à 30 000 euros par mois, ça a bloqué. Parce que je pense que c'était ma contenance et mon espèce de plafond de verre interne où je ne pouvais pas plus recevoir sans en faire quelque chose, sans le faire circuler, sans l'utiliser pour mon bien-être, sans vraiment le dépenser aussi, tu vois. Et ça, c'est important qu'on l'entende aussi parce que du coup, c'est pas que j'étais un rat parce que j'ai toujours été hyper généreuse avec mes proches pour le coup. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, c'était un truc, c'est comme si ça me faisait perdre de la valeur si finalement je voulais générer de l'argent pour l'utiliser. Mm. Et je trouve, enfin, comme si mon cerveau trouvait ça un peu plus noble que de vouloir juste performer et dire voilà, j'ai atteint les 30K par exemple, j'ai atteint les 100K par mois, les 130K par mois, tu vois. Et par chance, pour débloquer ce plafond de verre, j'ai appris à me réconcilier avec l'argent, à me dire que c'est quelque chose de sain, que même si les plus riches de ce monde l'utilisent souvent mal, moi je pourrais en faire autre chose, tu vois. Et que c'est ok aussi de l'utiliser pour soi sans avoir un retour sur investissement, c'est important de dépenser pour pouvoir en attirer plus. Parce que si ton cerveau, tu lui fais une boulimie d'argent, mais qui capte pas des signaux de plaisir, qui capte pas, qui l'associe pas à des choses positives, mais juste à de je gobe, bah en fait, au bout d'un moment, il va bloquer, il va dire non, non, j'en veux plus là, je sature. C'est un peu comme de la boulimie, effectivement.
La Et plus grosse somme que tu as dépensée pour toi? bah là, c'est. Ouais, non, mais même pas en fait. Attends, j'allais te dire, c'est ma voiture. Je viens d'acheter une Audi, full option, Q3, Mais sport. t'as pris un crédit ou t'as acheté Ah cash? non, cash, cash, cash. Cash. Tu Oui, es oui. venu, cash, voilà. Oui, La oui, oui. voiture pour moi. Oui. Bon, c'est pas. Bah, du coup, c'est une voiture de société, donc ça compte même pas en vrai. Voilà, non, mais on ne parle Pour pas de la moi, ah, c'est pour ça société. que j'ai Ah oui. réfléchi. En perso, c'est une bonne question. Vous voyez, je sais même pas. C'est grave, hein. Je vois que Mhm. je suis encore en route sur ça aussi. Parce que pour moi, ça m'intéresse pas. Là, j'ai un projet, je peux pas en parler, mais j'ai un gros. Je peux même pas le dire. Mais pour mes proches, j'ai un truc assez cool de prévu, mais qui est entre moi et moi, donc je peux même pas en parler. Mhm. Donc ça, mais c'est même pas pour moi. Je dirais que. Je sais même pas. Je sais même pas. Par contre, je me prive de rien, ça c'est sûr. Là où j'investis le plus pour moi, c'est dans mon bien-être et ma santé. Donc typiquement, si je dois payer, enfin, je m'offre 3 massages par mois, tu vois, enfin, en perso bien sûr. Quand j'ai envie de manger au resto, je mange au resto. Sur mes courses, je regarde plus les prix. Je prends vraiment ce qui est le mieux pour mon corps, par exemple, chose qu'avant, en tant qu'étudiante, je sais pas si on se rend compte vraiment de la misère étudiante, hein, et moi par contre j'étais vraiment soutenue par ma famille, mais je comparais chaque tomate, tu vois. Donc ça, c'est une charge mentale. En fait, ce que je m'offre, c'est une absence de charge mentale. Mhm. Donc c'est là où je mets le plus mon argent. Mais un truc gros cash, acheté comme ça, sans réfléchir, j'ai pas. Peut-être que c'est mon départ à l'île Maurice. Je me suis offert 4 mois à l'île Maurice. Voilà, je me suis dit tranquille, je vais juste faire le vide et partir voyager. Je pense que c'est ça en vrai. Mais encore une fois, mon pro et mon perso sont tellement liés, Mhm. parce que finalement, c'est toujours dans un but d'être plus créatif, d'être plus opérationnel pour mes clients, etc. Que j'avoue que pour moi, genre un achat inutile cash que j'ai fait, limite le plus gros truc, ce serait un sac, tu vois, à 2000 balles, quoi. Mais c'est pas... j'ai pas fait de folie pour l'instant. Mhm. À prévoir les folies, Oui, bah après, non? un sac à 2000 balles, attention, c'est pas la norme, hein, mais... Oui. J'avoue que pour le niveau de richesse que j'ai, certains me riraient au nez. Il y en a avec mon niveau de richesse, ils sont à Dubaï, ils ont genre déjà 4 supercars et tout, hein. Moi, ça me parle un peu moins, du coup. Voilà. Peut-être, voilà, le destin te prépare autre chose, peut-être. Peut-être. Alors, je vais te faire un quiz de la fin de notre Ouais, discussion. Tu me choisis un mot qui te parle le plus. dis-moi. Argent ou liberté? Liberté, Discipline ou intuition? intuition, Charisme ou intelligence? intelligence, Être admirée ou être comprise? comprise, Visibilité ou tranquillité? tranquillité, Confiance ou expérience? confiance. Énergie féminine ou stratégie? Oh, moi, je dirais... Ah, non, si je suis honnête, je dis stratégie. Être aimé ou être respecté? Respecter. Construire vite ou construire solide? Vite. Pas beaucoup des gens de quarantaine qui vont dire ça. Retenez l'astuce et réfléchissez-y. Je prends pour moi. Succès ou paix intérieure? Paix intérieure. Instagram ou vraie vie? Pour moi, Instagram, c'est la vraie vie. Pouvoir ou simplicité? Simplicité. Perfection ou authenticité? Perfection. Mhm. Faire plus ou ralentir? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je te dis ralentir. Avant, je t'aurais dit faire plus. Et la dernière question, qui est la vraie Anaïs quand la caméra s'éteint? Je pense sincèrement être exactement la même. Vraiment, ce genre de discussion, je pourrais avoir ma meilleure amie en face, on pourrait l'avoir sans caméra, tu vois. Hmm. Donc, je pense être la même. Hmm. Vraiment. À ça près que, effectivement, je pense que la chose que je montre le moins, c'est peut-être mes moments de down. Parce que j'estime que mes clients, ma communauté et les gens qui ont besoin de mon aide n'ont pas besoin, mais ça c'est mon défaut aussi, n'ont pas besoin de me voir mal, triste ou en doute. Je partage moins ce genre de phase. Peut-être que ça les aiderait à s'identifier, mais j'y arrive pas.
Pour moi, je suis le roc solide, tu vois, Mhm. et je suis censée les tirer vers le haut, plus avec de la positivité et des solutions. Et quand j'arrive avec un problème, j'aime pas ça, je préfère pas parler. Mm. C'est le seul truc qui ne se voit pas sur mon Insta. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, ce que j'ai envie de dire à la fin de notre interview, à la fin de notre connaissance, parce que, mine de rien, on se rencontrait très naturellement. Tu as accepté mon invitation vraiment à la léger, Ouais. et ce que j'adore. Et on se découvre en discutant aujourd'hui. Moi, ce que je vois sur Instagram, sur tes stories, je vois vraiment une femme, mais vraiment de 45 ans, qui fait toi, ma belle, tu me poses des questions comme ça. Franchement, va d'abord réfléchir, après tu vas venir me voir. Tu regardes, tu ouvres Stories, bon, t'as déjà clashé 3 fois en 3 secondes. Ah ouais, tu trouves? Arrête, ça me fait culpabiliser. Et en fait, aujourd'hui, je découvre une fille qui est extrêmement bien éduquée, Merci. qui est extrêmement Mm. posée et avec la paix Mm. intérieure, qui est venue à l'heure et qui est venue voilà, Je suis pas peu fière. toute belle, toute prête à justement organiser, Mm. qui a préparé les questions, réponses, etc. Et aussi, je découvre la personne avec une intelligence émotionnelle très élevée. Ça D'où se voit vient... pas, tu penses que je suis un peu trop brute dans la partie communication? Bah, je pense que ça vient de là, Mm. l'intelligence émotionnelle, que tu arrives à vite t'adapter à la situation, Ouais. à la personne qui est en face de toi, avec qui il faut pas être brut, il Ah, faut c'est sûr. voilà, se Mm. détendre, etc. Et en même temps, Mm. vice-versa, quand les gens ont besoin pour que tu les clashes un petit peu, Mm. pour que tu les challenges, etc., tu allumes une autre Anaïs, Ouais. un autre personnage qui est justement très fort, motivant, avec Mm. qui tu rigoles pas, parce que si vous voulez rigoler les filles, ou vous voulez que je vous caresse, on fera pas des millions d'euros. Mm. Ça marche pas comme ça. Et ce format long, on Mm. découvre une C'est vraie vrai. énergie féminine, une vraie personne posée. Et pour moi, c'est un énorme plaisir de te découvrir comme ça. C'est adorable. Bah, tu mets le point sur quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que. Enfin, merci pour l'invitation parce que, comme on me voit sur des formats très courts, très contrôlés, où je vise, on va dire, dans ce que j'estime que mon audience a besoin, bah, c'est vrai que je pense que beaucoup croient que je suis hyper dure. Il y en a même au téléphone qui me disent j'avais peur de postuler parce que. Voilà, j'avais peur enfin, peut-être que ce soit trop violent à entendre ou. Et en fait, enfin, même à mes appels, je suis beaucoup plus douce. Avec mes clients, je vous en parle même pas. Je pense que j'ai plus de douceur que effectivement ce qu'on peut voir sur les réseaux. Mais c'est vrai que je fais parler de ma partie plus sharp. Et donc là, c'est intéressant de voir que, au contraire, moi, je suis une hypersensible. La douceur, ça fait totalement partie de l'équation de la réussite. Parce que votre cerveau, il prend peur sinon. Mm. Et, mais t'as raison. T'as raison, c'est hyper intéressant. Je n'avais pas ce recul-là parce que mes proches savent, mais c'est vrai que peut-être que ma communauté ne peut pas le savoir sans que je m'en rende compte. Mais voilà, on a réussi à toucher à le côté émotionnel d'Anaïs. C'est fort, merci. C'est pas compliqué normalement, mais ça se voit pas sur les réseaux, donc merci, c'est cool. Ben, en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation.